Bonsoir. Merci Madame la députée. Déjà, je voulais vous dire merci d'être là. C'est incroyable qu'il y ait autant de gens qui se déplacent, déjà qui arrivent à braver le problème de circulation. J'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué ici. Mais c'est vrai que c'est incroyable de réunir autant de personnes autour de ce thème de l'hypersensibilité. En France, c'est un sujet qui intéresse les gens, mais ils ne se déplacent pas pour autant. Et là, merci d'être là, vraiment. Pardon. Voilà, et nous, on est tous évidemment très heureux d'accueillir ici Maurice, que, en tout cas pour ma génération, on connaît comme acteur de la troupe des Robins des Bois, acteur, réalisateur, scénariste et, comme l'a dit Cathy, hypersensible, et ça nous intéresse beaucoup ce soir. Ce qu'on s'est demandé avec Maurice, c'est si vous êtes dans la salle parce que vous vous sentez hypersensible, vous, est-ce que vous avez des proches hypersensibles, ou est-ce que, enfin, comment on aimerait savoir comment vous avez choisi ce thème en fait. Est-ce que vous seriez d'accord de lever la main si vous-même vous avez eu cette sensation, ou vous avez peut-être encore des doutes, mais sur le fait que vous avez un côté hypersensible? Si vous êtes d'accord de jouer le jeu et de lever quand même la main. Ah ouais, d'accord. Merci. Ah oui. Oh la vache. Ben voilà, à Liège, à mon avis, on a une tendance à être une ville hypersensible. hypersensible. Ok, très bien. Et c'est chouette de pouvoir en parler avec super. Maurice pendant 1h30, je pense. Voilà. Maintenant. Non, mais ce qui me fait très plaisir, c'est que j'ai vu autant de femmes que d'hommes lever la main, et que généralement, l'hypersensibilité, on a tendance un peu à la rattacher au féminin. Et il y a de plus en plus d'hommes aujourd'hui qui reconnaissent leur hypersensibilité. Ça, j'en suis extrêmement content, parce que l'hypersensibilité, c'est souvent, il y a un peu des faux amis, il y a des malentendus sur l'hypersensibilité. Beaucoup de gens pensent que l'hypersensibilité, c'est beaucoup d'hyperémotivité, que c'est de la fragilité, que c'est de la féminité. Alors, il y a évidemment tout ça dans l'hypersensibilité, mais moi, je suis par exemple un hypersensible, et ce soir, je vais vous parler de moi parce que je ne suis pas un spécialiste de l'hypersensibilité, je suis un spécialiste de ma propre hypersensibilité. Et moi, par exemple, je suis un hypersensible pas du tout émotif. C'est-à-dire que j'ai plus de mal à montrer mes émotions que d'autres. En revanche, mon hypersensibilité, elle se situe plus sur l'hyperinformation. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, par exemple, la raison pour laquelle je porte une casquette ce soir, c'est pas pour me donner un genre, c'est que en fait, les néons, la lumière des néons me dérange. Donc je suis obligé de porter un truc un peu au-dessus de moi pour baisser un peu la lumière, parce que sinon ça me fatigue. Donc, et puis aussi parce que je suis chauve. Mais donc vous voyez, voilà, c'est ça l'hypersensibilité, c'est de trouver des parades un peu au quotidien pour pouvoir supporter des problèmes de lumière, de chaleur, d'odeur, enfin bon, vous connaissez ça, vu que vous avez tous levé la main apparemment. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui, et donc après, vous pourrez poser vos questions, et j'essaierai d'y répondre, et tout en sachant que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach, je suis juste un hypersensible qui témoigne sur son hypersensibilité. Et je vais me lever aussi pas mal, parce que j'ai l'impression qu'au fond, si je suis assis, je vais un peu disparaître. Ah, mais cela dit, il y a une caméra, mais bon, voilà. Oui, Fanny, je vous écoute. Alors, vous le disiez dans votre livre, je ne sais pas non plus qui a lu le livre, on va en parler beaucoup. Qui a lu le livre ici ? Ok. Ouais, ok. Donc il y a du boulot à faire là. Alors, vous le disiez dans ce livre, et vous venez de l'évoquer, ces sensations, ces émotions, vous avez l'impression d'évoluer en permanence avec une parabole au-dessus de la tête, vous captez des émotions, que ce soit des sons, des lumières, des odeurs aussi, il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a un moment dans votre livre, vous parlez du problème avec le son, le nom c'est la misophonie. C'est des petites choses qui vous ont fait découvrir aussi que vous étiez hypersensible. Est-ce qu'on peut revenir sur cette façon dont vous avez découvert votre hypersensibilité? À quel âge ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? En fait, moi, je me suis toujours senti différent, quoi. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, j'ai jamais vécu les choses comme les autres. Déjà, j'étais un enfant très, très agité. J'étais un enfant toujours un peu en représentation.
qui avait toujours une sorte de maturité un peu plus avancée par rapport aux enfants de mon âge. Il y avait plein de choses qui m'angoissaient dans la vie. J'étais un enfant très angoissé par la mort. Je posais beaucoup de questions à mes parents. Quand est-ce qu'ils vont mourir? Quand est-ce que moi j'allais mourir? Et puis je faisais des crises de somnambulisme. J'avais des TOC. J'avais plein de petits 10 quand j'étais gamin. J'étais aussi dyslexique, merci. Donc voilà, j'avais plein de petits troubles comme ça. Et dans les années 80, mes parents, ils n'avaient pas trop la disponibilité. Puis même, on était à une époque où on ne s'attardait pas trop sur ce genre de troubles. Donc on m'a laissé un peu grandir comme ça, quoi. Mais moi, je me suis toujours senti très différent. Différent, mais heureux quand même? Ouais, j'étais un enfant qui était plutôt joyeux, je faisais le con, à l'école j'étais un enfant pas du tout concentré, parce que j'avais aussi un trouble de l'attention, donc du coup les profs avaient tendance à trouver que j'étais un enfant feignant, alors qu'en fait pas du tout, j'étais un enfant qui avait besoin de communiquer par l'oral. Et dès que je me mettais à l'écrit, j'avais un problème le soir face à mes devoirs qui était lié à la concentration et je n'y arrivais pas. Puis comme j'avais des problèmes où j'étais totalement désorthographié, j'étais un peu complexé à l'idée d'écrire. Donc toute ma scolarité a été une sorte de grand malentendu où on a toujours dit que j'étais un enfant hyper intéressé mais qui faisait rien à l'école. Donc en fait voilà... J'ai senti pendant toute ma vie que j'étais un enfant un peu différent et à un moment, vers 45 ans, j'ai lu un bouquin sur l'hypersensibilité que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin et qui m'a vraiment éclairé. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai été hyper soulagé. Je me suis dit « Ah, en fait, ça existe, il y a d'autres gens comme moi ». Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une enquête sur moi pendant une dizaine d'années pour comprendre de quoi était constituée mon hypersensibilité. Donc le fait de mettre un nom sur la chose avait quelque chose de rassurant. Hyper rassurant. Mais on ouvre une boîte de Pandore, ouais. Et là il faut commencer à creuser, ouais. À investiguer sur soi-même. C'est un travail qui prend énormément de temps, qui ouvre plein de portes, j'imagine. Et surtout qui est fait de plein d'étapes. C'est-à-dire que quand on découvre son hypersensibilité, enfin moi j'ai été totalement euphorique. C'est-à-dire je me disais « Oh, c'est génial !» Et en bonne hypersensible, j'ai commencé à lire 4555 bouquins sur le sujet. Donc j'étais devenu totalement imparable. Et donc il fallait que je lise sur Internet, il fallait que j'achète tous les bouquins, que j'écoute toutes les conférences TED, etc. etc. Bon, ok, donc j'ai eu cette période-là. Et puis après, il y a la période de doute, où tout d'un coup on se dit « Ok, maintenant que je sais que je suis hypersensible, à quoi ça me sert ?» Et là, je me suis rendu compte que ça ne me servait à rien. Donc je me suis dit, ok, donc je ne suis pas plus avancé. Alors après, j'ai commencé à me dire, ok, alors mais comment est-ce qu'on est sûr qu'on est hypersensible? Alors j'ai commencé à me dire, il faut que je passe un test de QI. Parce que dans pas mal de bouquins, on parle du QI. Alors là-dessus, j'ai des gros doutes, mais j'y ai été. Donc j'ai été dans un centre où j'ai payé 450 balles pour qu'on m'explique que j'étais non significatif. Donc je suis sorti un peu frustré. Donc ça c'est bien expliqué dans le bouquin. Vous ouais. Sortez de ce test, vous avez 110. Oui, mais donc ils me disent, vous avez entre 110 et 120, mais on n'est pas sûr. Ok, je dis c'est super. Et là, il y a quelques angoisses quand là, je suis en fait hyper frustré parce que je pensais qu'en fait l'hypersensibilité pouvait être confirmée sur le QI, et en fait j'étais hyper frustré. Et vous découvrez qu'il n'y a en fait aucun lien entre hypersensible et le QI, finalement. Alors, en fait, le problème, c'est qu'on parle d'un sujet qui a été mis à jour il y a 25 ans. Donc, en fait, il n'y a pas de certitude. Oui, il y a plein d'hypersensibles qui sont des HPI, qui ont des QI très élevés. Il y en a plein. Mais le problème, c'est qu'il s'agit quand même d'un sujet qui est quand même assez récent et sur lequel il faut vraiment se méfier des certitudes. Et par exemple, les QI ont été vraiment pensés pour des gens qui ne sont pas hypersensibles. C'est-à-dire que la plupart des hypersensibles, quand ils se retrouvent en situation de QI, ce sont des gens qui se mettent à flipper parce qu'il y a un examen, donc tout d'un coup ils se mettent un peu à paniquer, à perdre leurs moyens. En plus, ils ont un système de pensée qui est assez
comme on le verra tout à l'heure, en arborescence, et dans les QI, il faut répondre vite, et qu'il y a un stress, etc. Donc en fait, il y a plein de... j'ai rencontré par la suite plein de neurologues et de neuropsy qui m'ont dit, mais en fait, le QI n'est pas du tout adapté à l'esprit hypersensible. Donc, c'est pour ça que moi, je me méfie pas mal de ces auteurs et autrices qui disent, si vous voulez être sûr d'être hypersensible, allez passer un test de QI. Pour moi, c'est un indicateur, mais ça ne... Pour moi, la seule chose qui est importante, c'est votre propre conviction. C'est-à-dire que si vous vous sentez... au travers de, je ne sais pas, de ce témoignage ce soir ou d'interviews ou de conférences que vous verrez sur Internet, et que tout d'un coup vous vous dites « Ah ouais, mais ça c'est moi, ça », ben c'est ça qui compte en fait, c'est vraiment votre propre conviction. Et je sais qu'il y a plein d'hypersensibles, hommes comme femmes, qui ont du mal à être mis dans des cases et qui refusent d'être mis dans une case. Moi le premier. Mais moi, je dirais juste, pour le coup, on ne va pas vous mettre dans une case. C'est simplement une indication sur vous-même qui peut vous aider à comprendre plus de choses sur vous et à faire en sorte que votre vie soit un peu moins compliquée et plus apaisée. Donc, je dirais, l'idée, ce n'est pas de vous mettre dans une case, c'est juste de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Donc voilà, pardon, hein, je dis plein de choses un peu mélangées. C'est important cette histoire de case. Il n'est pas nécessaire d'y rentrer pour retirer un quelconque bénéfice ou une force de son hypersensibilité. Mais l'hypersensible que vous êtes à l'époque, il a quand même un besoin de validation. Ah oui. D'être rassuré. Ouais. Et ça, c'est important dans le parcours, justement, d'acceptation. Ben ouais, mais moi, j'avais besoin d'être validé. J'avais besoin d'être validé absolument parce que je me disais, bon, bah alors, ouais, ça me correspond, mais alors, comment être sûr ? Et donc, j'ai été voir une coach qui s'appelle Charlotte Vils, avec qui j'ai écrit le livre Fort comme un hypersensible, et qui, elle, a été très simple avec moi. C'est-à-dire qu'elle m'a dit... tu te sens comment, toi, au fond de toi? Alors je dis, ben, moi je me sens hypersensible. Elle me dit, bon, ben voilà, donc tu as déjà une indication très forte. Après, elle m'a demandé de remplir un questionnaire et je cochais, évidemment, quasiment toutes les cases. Mais j'avais besoin de cette validation. Et moi, aujourd'hui, je conseille aux gens de ne pas trop dépenser leur argent pour chercher une validation. Et ce qui compte, c'est vraiment leur conviction intime. Et puis voilà. Et puis après, on peut oublier on n'est pas non plus être... ça, c'est aussi un truc important que je dis aux gens, c'est qu'il y a plein de gens qui trouvent que ça peut être une excuse de dire « je suis hypersensible » en disant bah, « je suis hypersensible, donc c'est pour ça que je suis un peu chiant dans la vie ». Eh ben... je modérerais un peu ce propos. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans une société et on vit avec des gens qui ne sont pas avec le même niveau de sensibilité que nous. On a tous de la sensibilité. C'est vrai que nous, on a tendance à être un tout petit peu plus. Bon, bah, il faut vivre en société, donc voilà, ça ne peut pas être une excuse. Ce qui est important, c'est d'apprendre à mieux se connaître, mieux comprendre comment est constituée notre hypersensibilité, qui est très vaste, parce qu'il y a plein de types d'hypersensibilité. Et on en parlait tout à l'heure. Et toi, Fanny, tu me disais, par exemple, moi, je me sens hypersensible, mais en revanche, j'arrive tout le temps en retard. Je me prépare au dernier moment. Il faut que je travaille dans l'urgence. Alors que moi, je suis l'inverse. C'est-à-dire que j'arrive une demi-heure, 3/4 d'heure en avance. Il faut que j'anticipe tout. C'est la raison pour laquelle je suis toujours habillé de la même manière, parce que je sais que sinon, si je commence à me dire, attends, est-ce que je vais mettre ce pull? Ah oui. Ah, mais celui-là, il gratte. Donc, je ne vais pas mettre ce pull. Il vaut mieux mettre l'uniforme. Donc, tout mettre pareil. L'uniforme, voilà, c'est un uniforme. Donc, du coup, j'ai un jean et 5 pulls qui ressemblent à la même chose. Comme ça, je sais que je ne vais pas me prendre la tête. Et donc, moi, j'anticipe tout. Donc, en fait, il y a des hypersensibilités très différentes. Et c'est aussi important aussi de le dire ce soir. C'est que... moi, je vais parler de mon hypersensibilité, mais ce n'est pas parce que vous ne me reconnaissez pas, vous ne vous reconnaissez pas dans mon profil que vous ne l'êtes pas. Alors Maurice, on va voir que l'hypersensibilité, ça a un impact sur la vie sociale, la vie du travail, la vie amoureuse, les décisions qu'on prend, voilà, tout ça. Première question, est-ce qu'un hypersensible est attiré par d'autres personnes hypersensibles dans ses relations sociales? Est-ce qu'il
voilà, est-ce qu'il a plus facile d'avoir des contacts avec les autres hypersensibles, ou au contraire que ça, voilà, quelqu'un qui l'est moins, ça ne changera rien dans ses relations? Moi, j'ai remarqué que, en fait, quand j'ai découvert mon hypersensibilité à 45, j'en ai 55 aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais entouré d'hypersensibles, naturellement, de façon totalement instinctive, à la fois dans mes amis, mais aussi ma famille, mes sœurs, j'ai des nombreuses sœurs, et elles sont toutes hypersensibles, mes parents l'étaient, très différents. Oui, ça c'est une question aussi. Est-ce qu'on est hypersensible parce qu'on a eu une éducation avec des parents hypersensibles? Est-ce que ça joue? Est-ce que dans les gènes, il y a quelque chose? Souvent, il y a une passation dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a, dans une même famille, il y a souvent un père ou une mère et des enfants qui peuvent l'être, des enfants qui ne le sont pas, donc ça ne tombe pas sur tous les enfants. Les scientifiques ne savent pas s'il y a un effet de mimétisme ou d'éducation ou si c'est génétique. Pour l'instant, le sujet est ouvert. Moi, en tout cas, une chose est certaine, c'est que je me suis rendu compte que je m'entourais instinctivement d'hypersensibles autour de moi. Mais ça ne veut pas dire que je m'entends pas très bien aussi avec des gens qui le sont moins. Parce qu'au contraire, je trouve que les gens qui ont une pensée plus linéaire, qui ont une pensée plus directe, je vais en avoir besoin, moi, en tant que gars qui a l'esprit très embrouillé. Donc je vais aussi m'entourer de personnes qui ont des visions claires et qui peuvent choisir très facilement au restaurant. Oui, c'est assez rassurant dans la vie d'un hypersensible, voilà, de fréquenter aussi des gens plus faciles. C'est ça, ouais, moi je suis fasciné quand tout d'un coup on nous tend une carte et que le gars dit je vais prendre ça. Hein? Mais non, mais moi j'ai besoin d'une heure et demie là, attendez là. Donc non, voilà. Après, c'est vrai que l'hypersensible a des caractéristiques, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très sensible à l'écoute. Et donc, il va s'entourer instinctivement d'autres personnes qui savent écouter, qui savent poser des questions, parce que tout d'un coup, voilà. Alors, il va s'entourer aussi de gens qui ont une certaine fidélité en amitié, parce que l'hypersensible a un sens de la justice importante. C'est quelqu'un qui va aussi s'entourer de gens qui ont une empathie forte. Voilà. Donc ça, voilà. Instinctivement, on s'entoure de gens un peu qui nous ressemblent. On parlait des gènes. Votre papa, Ouais. c'est un bon exemple parce que vous le pensiez pas hypersensible, il n'avait pas un comportement comme tel, et vous l'expliquez bien dans le livre, à un moment, vous comprenez qu'en fait, il l'est. Oui. Donc ça, c'est spécial aussi, quoi. En fait, les hypersensibles, il y a deux catégories d'hypersensibles. Il y a des hypersensibles introvertis, et puis il y a des hypersensibles extravertis. Et puis moi, j'appartiens à une troisième catégorie qui sont les ambivers. C'est-à-dire que je suis à la fois introverti et extraverti. Et on pense que le ratio, c'est grosso modo 70% d'introvertis et 30% d'extravertis. Donc les ambivers, je ne sais pas où ils sont là. Bon, et mon père était quelqu'un de très très introverti. C'était quelqu'un de très voilà, réservé, qui n'était pas quelqu'un qui exprimait ses émotions. C'était quelqu'un qui était plutôt cérébral. Et donc je ne pensais pas qu'il était hypersensible. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a eu dans sa vie des changements de carrière très brusques. C'était quelqu'un qui était diplomate au départ et qui, à un moment, a décidé de devenir menuisier. Donc ça, c'est typique des hypersensibles, ces changements de cap très brusques où tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'est plus du tout en phase avec lui-même et il change de métier et il fait un métier très différent. Et c'est comme ça que j'ai découvert que mon père était hypersensible. Ma mère, qui était beaucoup plus extravertie, qui était une femme qui était conteuse, qui était sur scène, elle, c'était très évident qu'elle l'était. Mais voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert que l'hypersensibilité pouvait prendre des formes très différentes. Alors, il y a quelques caractéristiques, hein, malgré tout, même si on a dit on ne se met pas dans une case et il ne faut pas cocher toutes les cases, mais on peut noter certaines caractéristiques, on va les décrire. J'en cite quelques-unes. Il y a l'autosabotage, la culpabilité, l'anticipation. Donc, je vais vous demander si on peut rentrer un peu dans le détail de certaines choses qui vous ont marqué à certaines périodes de vie. Voilà, on peut prendre, par exemple, l'autosabotage, pour commencer. Alors oui, c'est-à-dire que... Moi, une fois de plus, je précise que je parle de mon hypersensibilité. Chez moi, mon hypersensibilité, elle a 5 points cardinaux. Il y a cette pensée en arborescence qui fait qu'on a toujours un petit vélo dans la tête et qui fait qu'on est tout le temps en train de... Voilà, c'est le bordel.
Est-ce que c'est rationnel, c'est le rêve, c'est l'imagination? Mais c'est l'imagination, mais c'est tout en fait. C'est-à-dire que tout est sujet à penser, quoi. C'est une torture mentale? Alors ça peut être une torture mentale, mais ça peut être aussi très créatif. C'est-à-dire qu'on peut avoir un esprit très imaginatif, on peut créer des histoires, on peut être auteur, on peut... Et puis même dans le métier, mais quel que soit le métier, parce qu'en fait il y a des hypersensibles dans tous les métiers, on peut aussi être très imaginatif par rapport à une situation de crise dans une profession, et tout d'un coup l'hypersensible va imaginer des voies différentes parce qu'il a cette pensée qui part comme un arbre généalogique. Donc il y a cet aspect-là chez moi. Il y a l'hyperesthésie, c'est-à-dire que on en a parlé tout à l'heure, ce problème que j'ai avec les néons, ou avec la clim que j'entends là-haut, ou le problème d'odeur. Les chewing-gums aussi, vous disiez dans le livre que ça c'est quelque chose, c'est la impossible misophonie, pour vous. La misophonie, les gens qui mâchent, ça me rend dingue. Tout à l'heure, j'ai vu une pomme et là, je me suis dit waouh, quel enfer. Les gens qui mangent des pommes, je suis capable de déménager parce que et en plus, c'est hyper injuste parce que c'est normal que la personne fasse du bruit en mangeant une pomme. Je connais très peu de gens qui ne font pas de bruit en mangeant une pomme. Et les gens qui mangent des pop-corn au cinéma, les gens qui font pas attention, qui font des petites bulles avec leur chewing-gum dans la bouche. C'est le pire, vous disiez ça. Le chewing-gum, les bulles. Ah mais ça, je suis capable d'aller plonger ma main dans leur mâchoire en leur disant ne vous en faites pas, je vous enlève le chewing-gum parce que sinon je vais devenir un psychopathe. Donc c'est un souci. Et donc il y a cette hyperesthésie, odeur, lumière, bruit, ce qui fait que je dors avec des boules qui ess parce que le moindre bruit me réveille. Dans une chambre d'hôtel, je suis obsédé par la clim parce que je déteste la climatisation. Donc il faut tout le temps que je sois en train de la bidouiller. Donc ici vous passez un très mauvais moment là. Ouais, non mais là ça va. C'est juste le bruit. Je déteste les petites lumières. Il y a toujours des petites lumières tout le temps dans les chambres d'hôtel, de la télé, par exemple la petite lumière de la caméra. Il y a toujours des petites lumières partout. Bon bah ça me rend marteau ça. Donc je mets des chaussettes sur les trucs d'urgence, d'incendie, parce que ça me gêne. Je vais mettre des serviettes pour baisser la lumière des chambres d'hôtel parce que les lumières sont beaucoup trop fortes. Donc je mets sur la lampe de chevet, je vais mettre des serviettes. Donc ma vie peut paraître compliquée. Là, elle donne pas envie. Mais en fait, elle n'est pas tant que ça. Mais après, on va voir que il y a plein de positifs. Alors, j'ai pas terminé. Donc il y a aussi... comme ça, on n'y revient plus. L'hyperesthésie, la pensée en arborescence, vous l'avez dit tout à l'heure, ce problème d'estime de nous-mêmes, effectivement, il y a un problème de confiance. L'hypersensible, la plupart du temps, a un petit problème pour se sentir à l'aise. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans une remise en question de lui-même, en se disant « je ne vaux rien ». C'est même pas « je vaux comme les autres », je vaux rien. Pourquoi? J'en sais rien. Je pense qu'il y a un petit problème de lucidité où, comme l'hypersensible est plutôt quelqu'un de très honnête avec lui-même, il se dit qu'il ne vaut rien. Donc, ça, c'est pas une très bonne idée. Parce qu'en fait, on vaut pareil que les autres. Et avec votre carrière, votre filmographie, scénariste, et ben moi, je vaux rien. Métier sous les projecteurs, ça ne vous a pas aidé à vous dire à un moment, pas du tout. Ok, ça va quand même. Non. En fait, ça m'a aidé à être un peu plus à l'aise en public. Comme j'ai fait du théâtre, ça m'a permis d'être pas stressé quand j'étais, par exemple, comme ce soir, etc. Oui, mais en revanche, avoir un recul sur son travail et sur son parcours, absolument pas. Moi, j'ai un syndrome de l'imposteur, alors. Total. Ah, mais évidemment, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir été un énorme feignant pendant toute ma vie et qu'en fait j'ai eu de la chance. Mais donc ça c'est un vrai problème chez l'hypersensible, c'est de tout le temps se dire bon, non, si tu es là, c'est que tu as des raisons d'être là. Si on t'a choisi, c'est que tu as des compétences. Et donc il faut trouver ce problème de légitimité. Voilà. Il y a un petit problème lié à la justice aussi. On est tout le temps en colère contre tout. C'est-à-dire, on est vraiment en colère contre l'injustice faite aux animaux, l'injustice liée à la planète. Donc on est tout le temps en train de se révolter et puis de prendre part à tous les combats, même les combats familiaux.
C'est-à-dire qu'on est souvent les premiers à être des grands médiateurs familiaux, où on a décidé de résoudre le problème de tout le monde dans la famille. Alors, c'est le syndrome de l'infirmier, c'est pas une bonne idée non ça plus. Pardon ? C'est le syndrome de l'infirmier, ça? C'est le syndrome du sauveteur et de l'infirmier, du sauveteur, effectivement. Qui n'est pas que dans les relations amoureuses, c'est dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères, on est la personne qu'on vient voir dès qu'il y a un conflit au boulot, on est la personne qu'on vient voir dès qu'il y a une tension familiale, on est la personne qu'on vient voir dès qu'on va mal. Donc, parce que nous, on répond au téléphone à 22h30 quand on a la meilleure amie qui vient de se faire plaquer. Et donc, du coup, ah bah oui, il faut que je prenne le téléphone, tu comprends, elle s'est fait plaquer. Ouais, mais il est 22h30. Non, j'en ai pour 5 minutes. Ça dure 1h30. Et donc, on est toujours dans ce besoin d'essayer de sauver l'autre, quoi. Ce qui nous met dans des situations compliquées par la suite. Notamment notre rapport avec les pervers narcissiques, ça on en reparlera peut-être un peu, où on va tomber sur des gens qui vont complètement utiliser nos capacités altruistes. Bon. Oui, cette empathie va finalement se retourner contre l'hypersensible. C'est ça. Parce que ça va lui prendre du temps, ça va être... C'est très chronophage, et puis c'est beaucoup d'énergie dépensée, alors qu'en fait, on ne peut pas... on peut aider les gens de temps en temps, mais il faut d'abord penser à soi, et trouver un équilibre personnel, et après, éventuellement, aider les autres. Et souvent, l'hypersensible inverse, c'est-à-dire il pense d'abord aux autres, et après à lui-même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme caractéristique ? Mais on parlait de, vous avez évoqué l'autosabotage, mais il y a la culpabilité, un sentiment fréquent. Bien sûr, parce que ça va de soi avec le problème du syndrome du sauveteur, c'est-à-dire que si on n'est pas suffisamment sur les autres, la culpabilité apparaît tout le temps. Et moi, la culpabilité, au départ, elle était constante. Je culpabilisais d'avoir mal fermé la porte, je culpabilisais de mettre la bouteille par terre. La culpabilité, au bout d'un moment, c'est un poison. Et en fait, il faut s'en débarrasser parce qu'elle ne sert à rien. On a de toute manière une forme d'éducation qui fait qu'on ne va pas se comporter mal du jour au lendemain. Donc, il y a de toute manière il y a un socle qui ne disparaîtra jamais, et on sait parfaitement qu'on ne va pas sortir dans la rue et mettre une tarte à quelqu'un parce qu'on a envie de le faire. Donc ça, c'est des choses qui... Voilà. Donc la culpabilité, pour moi, c'est le pire des poisons. Vraiment. Et il faut vraiment s'en débarrasser parce que c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et il y a 2 ennemis pour moi qui sont importants, c'est la culpabilité et la peur. Et l'hypersensible est quelqu'un qui a peur tout le temps. Il a peur de gêner, il a peur de mal faire, il a peur d'être en galère, il a peur est-ce qu'on va... il va se retrouver dans un dîner, alors qu'est-ce qu'il va dire ? Peur de décevoir. De décevoir, etc. Donc la peur, c'est aussi quelque chose dont il faut apprendre à se débarrasser. Et de toute façon, on a un système de sécurité qui est tout à fait valable, et on sait très bien ne pas se mettre trop en danger. Donc la peur, ces petites peurs-là, il faut savoir s'en débarrasser. Voilà. Après, il faut trouver, chacun doit trouver ses petites astuces pour avancer, quoi. Vous décrivez aussi ce phénomène de l'anticipation, très fort chez les hypersensibles, qui résulte d'une pensée en arborescence foisonnante en permanence. Trop réfléchir, trop anticiper, on imagine plusieurs scénarios non-stop, on a des plans A, B, C jusque Z, voilà, c'est fatigant, est-ce nécessaire, est-ce que ça apporte du positif? Vous disiez quand même que ça devient anxiogène, mais que prévoir des plans B, C, c'est ok du moment qu'on est dans le moment présent. Ouais. Donc ça, c'est un gros morceau quand même. En fait, la vie de l'hypersensible, elle est totalement tout le temps en opposition. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le sentiment d'être dans une contradiction permanente dans ma vie. D'un côté, sur le plan affectif, par exemple, je suis quelqu'un qui cherche la régularité dans une histoire de couple, le côté stable, et qui en même temps, je m'ennuie en 30 secondes. Donc il faut que tout soit tout le temps nouveau, ce qui n'est pas tout à fait compatible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ma vie est faite comme ça en permanence. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce boulot.
c'est-à-dire que je fais un travail où tout change sans arrêt. J'ai jamais les mêmes producteurs, je change souvent d'équipe, etc. pour pouvoir toujours avoir le sentiment d'être dans du renouveau. Et donc là, tout à l'heure, on disait qu'il y avait ce problème tout petit peu comme ça d'opposition permanente. Et ça se gère. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter. Il ne faut pas lutter contre. On est des gens, on a besoin à la fois de stabilité, d'habitude. On est très ritualisés, les hypersensibles. Je suis quelqu'un de très ritualisé. C'est-à-dire qu'on parlait de ma tenue. J'ai 5 jeans pareils, 5 pulls et toujours les mêmes chaussures. Bon, bah ça c'est... Voilà. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir un petit rituel le matin, de descendre en terrasse de café, boire mon café, et machin, etc. Bon, voilà. Mais, par ailleurs, je suis quelqu'un qui suis capable de partir en République démocratique du Congo pour aller voir des chimpanzés. Et là, on me dit, bah, tu vas dormir dans une tente Quechua, ok. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, je sais que moi, je suis aussi dans mon hypersensibilité à ce moment-là, parce que je vais découvrir des choses nouvelles, que je suis en contact d'animaux extraordinaires, que je découvre ce que c'est que la mise en danger de la planète dans un pays qui est vraiment en première ligne. Et donc, voilà, il faut vivre avec ces deux pôles en permanence, voilà, et à la fois le rituel et à la fois la nouveauté. C'est paradoxal, mais on va le voir plus tard, parce que là on parle des problèmes, ça a l'air très dur comme ça, mais en fait on va voir qu'au fur et à mesure du temps, plus on se connaît, plus c'est agréable finalement. Vous le dites, c'est comme l'hypersensibilité, c'est comme un muscle qui au fur et à mesure du temps, ça va se muscler et ça va être plus abordable. Ouais, parce qu'en fait, on va petit à petit, au fur et à mesure qu'on va comprendre comment on fonctionne, on va adapter notre vie à cette hypersensibilité. Moi, par exemple, j'ai compris très tard que j'étais pas du tout fait pour les concerts. Il y avait trop de musique, le son est trop fort, il y a trop d'odeurs, il y a trop de gens. C'est une surstimulation qui était désagréable alors. Ouais, et quel que soit le concert. Donc, je n'y vais plus. Alors, c'est un peu dommage, mais je sais que ça baisse mon niveau de stress. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse ça. Je vis à Paris, qui est la pire ville du monde. Donc, à un moment, je me suis dit, il faut que je crée une soupape pour pouvoir vivre ailleurs. Donc, je me suis installé en Espagne, dans un endroit de désert, pour pouvoir avoir une vraie possibilité de calme. Parce que l'hypersensible a besoin de calme, a besoin de s'isoler. Et ça, les gens ne le comprennent pas forcément. Ils pensent qu'ils le prennent un peu contre eux. Quand tout d'un coup, on dit « j'adore cette soirée, mais il faut que je m'en aille ». Oui. Ah bon ça pourquoi vous dites dans votre livre, Ah non, mais moi, je m'en vais. Moi, il est quelle que soit l'heure, à un moment, je dis « ok, c'est fait, ma soirée est terminée ». Alors, parfois, c'est un peu tôt. Et parfois, à 23h, j'estime que j'ai eu trop d'infos. J'ai eu trop de gens qui sentaient la respiration autour de la transpiration autour de moi. Il y a une batterie sociale qui est à plat. Je suis à plat, exactement. J'ai mes batteries à plat. Il faut que je m'en aille. Et puis j'ai trop parlé. Et puis j'ai trop goûté de choses bizarres. Et puis il y a eu trop de lumière et trop de son. Il y a eu trop d'odeurs de clope. Il faut que je m'en aille. Et donc, les gens pensent que c'est parce que je m'ennuie. Non, pas du tout. C'est parce qu'il faut que j'aille me recharger, quoi. Alors là, un conseil, évidemment, pour tous ceux qui se sentiraient concernés, c'est qu'il faut s'écouter, se respecter. Il faut s'écouter en permanence. Et surtout, il faut aussi communiquer avec les gens qu'on a autour de soi, c'est-à-dire que ce soit le conjoint, la conjointe, que ce soit les parents, que ce soit les collègues de travail. C'est de leur dire que c'est nécessaire pour nous, quoi, de dire... Pardon, là, il faut que je m'isole 5 minutes dans une pièce un peu... Parce qu'il faut que je baisse mon niveau de stress. Et vraiment, pour nous, le stress, c'est ce qui nous tue, hein, le stress. Et il faut trouver des moyens, chacun doit trouver son propre moyen pour baisser ce niveau de stress, pour pouvoir bien vivre cette sensibilité qui est lourde à porter, mais qui est tellement riche par ailleurs, quand on utilise nos capacités à fond, quoi. Alors, on peut parler de la vie amoureuse, des hypersensibles.
les émotions, elles sont vécues intensément, forcément peut-être même plus encore. Voilà, évidemment, il y a des impacts sur les gens qu'on rencontre, comment ça va se passer. On peut en parler aussi. Ouais, alors moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, je ne suis pas un hypersensible hyper émotif, hyper à fond, donc je ne suis pas quelqu'un de très démonstratif dans la relation amoureuse, mais en revanche, oui, effectivement, il y a plein d'hypersensibles qui sont des passionnés. C'est-à-dire que voilà, dès que tout d'un coup ils rencontrent quelqu'un, là, c'est la vie prend tout d'un coup son sens et puis ça devient excitant, ça devient joyeux, ça devient et donc du coup ils sont très intenses dans la relation affective. Voilà, les sens sont en alerte. Ouais. Et c'est ce que cherche souvent. Et souvent, c'est la raison pour laquelle on peut être trompé par les pervers narcissiques, qui eux sont un peu des calculateurs et qui voient tout de suite chez l'autre toutes les failles qui apparaissent parce que l'hypersensible, lui, il va y aller à fond. Ouais, c'est trop génial, la vie est trop belle. Et le pervers narcissique va tout de suite repérer justement les failles où il va pouvoir s'engouffrer par la suite. Donc, oui, il y a ça chez nous. On est très, très généreux et on donne beaucoup. Mais bon, on ne va pas se changer, on est comme ça. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir un niveau d'alerte quand on tombe sur des gens qui peuvent utiliser cette générosité de façon négative. Et c'est tout le problème de ce lien très, très compliqué entre les hypersensibles et les pervers narcissiques, où, hélas, c'est souvent des couples qui existent de façon très fréquente. Ça, et là, on peut y laisser beaucoup d'énergie, beaucoup de joie de vivre, parce qu'on se fait complètement écraser par le manipulateur ou la manipulatrice. Donc il est prouvé qu'en amour, l'hypersensible attire le pervers narcissique et vice-versa alors. Ouais, oui, parce que le pervers narcissique va trouver la proie idéale puisque c'est l'hypersensible et quelqu'un de plutôt qui donne sans compter, qui est plutôt généreux, qui est plutôt drôle. On en parlera de l'humour des hypersensibles très décalé. Voilà, et le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est une sorte de prédateur qui va se nourrir de l'énergie de l'autre. Donc on se retrouve, moi ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup de gens que je connais qui sont hypersensibles. Et comment on s'en détache alors? On ne met pas les pieds dans une relation comme ça, une relation toxique? On y va avec son armure? Qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile de s'en sortir parce que la culpabilité fait qu'on reste. Et donc du coup, le seul moyen de s'en sortir, c'est de prendre conscience qu'on est dans une impasse. Mais les autres ne peuvent pas nous aider à sortir de ça parce qu'on a une réaction un peu orgueilleuse qui consiste à dire j'ai choisi cette personne, donc c'était sûrement la bonne. Et puis on ne veut pas admettre qu'on se soit fait avoir. Et donc du coup, on a beaucoup de mal à sortir d'une relation toxique. Et je dirais que le seul moyen, c'est de prendre conscience, peut-être de se faire aider par quelqu'un dont c'est le métier, un psy, un thérapeute, pour pouvoir savoir qu'on est tombé dans une relation toxique. Bon, j'ai pas de solution parce que c'est pas mon métier, mais moi je sais que c'est vraiment, j'ai quitté la personne parce que c'était ça, ou sinon je me jetais d'une fenêtre, quoi. Donc il fallait que je m'en aille. Toujours au sujet de l'amour, vous disiez que dans le livre de nouveau que la capacité d'imagination d'une personne hypersensible elle est décuplée et que même parfois ça va tellement loin qu'il préfère imaginer une histoire plutôt que de la vivre pour ne pas être déçu s'il la vit. Ouais. Donc ça, voilà, c'est un frein ça par contre. En fait, c'est une fois de plus, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, on est tout le temps entre deux pôles. C'est-à-dire à la fois, effectivement, dans ce côté très euphorique où on a envie de romantisme, on a envie de se faire vibrer, on a envie de choses incroyables. Et puis, par ailleurs, il y a la réalité. Et la réalité, elle n'est pas forcément dans du romantisme, elle est aussi dans du partage, de l'affection, des choses plus profondes. Et donc, on est tout le temps un peu insatisfait, l'hypersensible. Et moi, j'ai compris en tout cas qu'il fallait que je lutte contre cette insatisfaction en m'ancrant dans le présent. C'est-à-dire en arrêtant d'essayer d'anticiper ce que pourrait être une histoire, en arrêtant de regretter ce qu'elle n'est pas, et en me disant, vis ta relation au présent, et tu verras bien. Et en fait, ça m'a vachement aidé à tous les niveaux de me recentrer dans le présent tout le temps.
parce que j'étais tout le temps dans la culpabilité du passé ou dans la crainte du futur, mais pas dans le présent. Voilà, là c'est aussi un chapitre important du livre, c'est le moment où vous découvrez le pouvoir du moment présent, oui. Notamment encore via une lecture. Il y a sans doute beaucoup de gens qui l'ont lu maintenant, j'imagine, ce livre. Je pense que ça s'appelle Le pouvoir du moment présent, quelque chose comme ça. Et là, dans le livre, vous expliquez, c'est une vraie révélation. Vous comprenez que penser au passé, ça marche pas, que le futur, il n'existe pas. Donc, au fait, il n'y a que le présent qui compte. En fait, c'est une pensée bouddhiste, mais qui est simplissime, mais qu'on oublie, quoi, avec, dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on a tendance à s'inquiéter pour le futur, et puis on a plein de regrets liés au passé. Mais c'est vrai que moi, ça m'a simplifié la vie d'hypersensible de me mettre dans le présent, c'est-à-dire de dire, tu verras bien. Arrête d'anticiper, arrête de réserver ton taxi à l'avance, arrête de savoir dans quel s'il faut que tu changes tes draps avant une rencontre amoureuse. Non, en fait, on oublie. Voilà, tu verras bien, ça se trouve, il ne va rien se passer ce soir, et puis donc arrête d'anticiper. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on vit les choses de façon beaucoup plus simple. Et on est surtout surpris par des nouvelles rencontres, parce qu'on avait tendance à se dire « je ne vais pas aller dans cette soirée parce que je ne connais personne », alors qu'en fait, voilà, il nous arrive des trucs tout super, parce que justement, on découvre des personnes qu'on n'aurait pas imaginées. Donc c'est vrai que le présent m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a aidé à moins anticiper, moins avoir peur, et surtout me lâcher prise, quoi, et laisser faire les événements en me disant « tu verras bien ». Vous disiez que vous aviez un mémo qui est « vis ce que tu as à vivre maintenant, pour le reste, on verra après ». Ouais, c'est basique, hein, mais moi ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que moi j'étais trop dans l'anticipation, tout le temps, et trop dans la crainte de ce qui allait m'arriver, quoi. Et si... Et voilà, et par exemple, typiquement, une soirée comme celle-là, si j'avais pas pris conscience de l'importance d'être... dans le lâcher-prise, je me serais dit est-ce qu'il va y avoir du monde, comment je vais me rendre au centre de conférence, est-ce que je connais les gens, quelles questions ils vont me poser, etc. Et en fait, on ne vit plus. Donc non, à partir de ce moment-là, on se dit on verra bien. Et puis parfois, on a des bonnes surprises comme ce soir. Parfois, il y a des salles qui sont quasiment vides, mais on passe un moment super aussi. Donc... Vous parlez aussi du fait de la capacité à sortir de sa zone de confort. Ouais. Quand on lâche prise, c'est ça aussi. Alors là, je vais me lever parce que j'ai mal au dos. Ah. Voilà. Oui. L'invité est roi. Mais je dois me lever aussi alors ? Non, pas du tout. Rester assis. C'est pas impoli. Ouais. Vous me disiez la capacité de sortir de sa zone de confort. Voilà. Est-ce que ça aussi... c'est quelque chose que vous avez testé, qui vous a réussi, et au final... ouais, par exemple, quand je vous parlais de cette petite expérience en République démocratique du Congo sur les chimpanzés, je ne savais pas où est-ce que j'allais atterrir. On m'a juste dit, est-ce que tu vas aller faire un documentaire, tu vas aller à la rencontre des chimpanzés. Moi, j'ai une vraie fascination pour ces animaux, et j'avais dit, ok, mais je n'avais pas du tout anticipé où est-ce que j'allais atterrir, où est-ce que j'allais me rendre. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était à 600 km de Kinshasa, que c'était loin de tout, qu'il fallait 8 heures de bagnole pour y aller, et qu'une fois là-bas, j'allais me retrouver dans cette tente, et que j'allais me faire piquer, et qu'il y allait avoir des serpents, et qu'il y allait avoir des moustiques gros comme des mouettes. Bon, bref. Et donc... pas d'anticipation sur ce coup-là. Si j'avais anticipé ça, je serais resté tranquillement chez moi. Parce que je me serais dit, mais jamais de la vie, j'ai envie de voir des moustiques gros comme des mouettes. Et au final, j'ai bien fait d'y aller, parce que c'était extraordinaire. J'ai vécu une expérience dingue de cette rencontre, quand un chimpanzé vous regarde dans les yeux, mais c'est l'humanité entière qui vous regarde. Et surtout, ce sont des animaux extraordinaires. Bref, j'ai vécu un truc extraordinaire. Et j'ai bien fait de sortir de cette zone de confort. Il m'est arrivé une autre expérience... un mois plus tard, je rentre à Paris et je participe à l'émission Fort Boyard, pour l'association en RDC. Et là, lors d'une épreuve, je dois traverser un bocal avec des rats. Je ne suis pas du tout rat dans la vie, hein. C'est vraiment un truc que j'ai beaucoup de mal à gérer. Et à un moment, quand j'ai vu le bocal plein de rats, je me suis dit, non, là, c'est impossible pour moi, parce que c'était vraiment des peurs phobiques. Bon, j'y suis allé.
Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le rat, il n'en avait rien à faire de moi, qui passait autour de moi, et que ce n'était pas un problème. Et ben, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, on se fabrique des peurs, qu'on se fabrique plein et que moi, j'étais persuadé d'avoir peur des rats. Ben, en fait, pas du tout. Le rat, j'y suis allé, il n'en avait rien à faire de moi, et aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins peur. Donc tout ça pour dire que oui, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose de très simple en fait, parce qu'on se fabrique tellement en permanence de certitude en se disant je ne suis pas capable de m'adresser à une salle de 300 personnes, je ne suis pas capable de partir loin de tout et d'aller dans un ashram en Inde. Bref, on est persuadé de plein de choses, alors qu'en fait, l'être humain est capable de milliards de choses, quoi. Et donc, sortir de sa zone de confort, c'est pas quelque chose qui s'obtient du jour au lendemain, parce qu'il faut comprendre les bénéfices de cette sortie de zone, mais c'est quelque chose qui est génial une fois que ça y est, on a compris et qu'on le fait régulièrement. Ouais. Est-ce qu'on ferait un moment où, si quelqu'un a envie de réagir maintenant, on ferait un moment comme ça? Ça m'a interpellée quand vous avez parlé du pouvoir du moment présent, parce que c'est un livre qui a basculé ma perception de beaucoup de choses dans la vie. Et la chose que je voulais ajouter par expérience personnelle par rapport à ce livre-là, c'est qu'avant d'aller chercher à se faire diagnostiquer, comme vous le dites, etc., c'est important de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe en soi et qu'est-ce qui fonctionne avec moi personnellement, parce que en plus d'être hypersensible, je peux avoir un TDAH, je peux avoir d'autres choses qui sont venues se mettre dans la construction de ma personnalité, et on nous apprend pas ça à l'école, à savoir comment ça se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi l'autre ne réagirait pas à telle ou telle chose. Et donc vraiment, lisez Le pouvoir du moment présent et posez-vous des questions sur vous avant d'aller demander aux autres de vous diagnostiquer, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que, merci, c'est apprendre à se connaître, tout simplement, et trouver ses propres astuces personnelles pour pouvoir affronter certaines situations. C'est pour ça que moi, je ne suis pas fan des livres de développement personnel, des méthodes, en disant... voilà les 12 exercices qu'il faut faire à la fin du bouquin, etc. Parce que je pense que chacun doit trouver ses propres techniques pour gérer son stress, pour gérer ses petites astuces, comment dire à quelqu'un qu'il faut qu'il arrête de manger des pop-corn, sinon vous allez le poignarder, ce genre de choses. Et donc, voilà. Et c'est vrai que Le pouvoir de l'instant présent, c'est un super bouquin de Eckhart Tolle, parce que c'est simple. Rester dans le présent, point barre. Et donc, voilà, il y a plein d'astuces qu'il faut se trouver soi-même. Bonsoir. Moi, je me retrouve beaucoup dans tout ce que vous avez dit et dans toutes les difficultés aussi, parce que c'est un peu le début de la découverte de mon hypersensibilité, même si maintenant ça semble tellement évident. Okay. Et par contre, malgré le fait de beaucoup en parler aux gens qui m'entourent, de dire ça me dérange, ou typiquement l'hyperesthésie, c'est très très compliqué à vivre dans le quotidien avec les gens qui nous entourent. Comment vous faites pour aborder avec les autres cette hypersensibilité sans être victimisé, sans que les gens disent justement tu te cherches des excuses et tout, et de leur dire non, il y a un moment c'est vraiment douloureux, c'est vraiment compliqué, je me cherche pas d'excuses, mais comment vous avez géré cette communication-là avec les autres? L'humour. Non, mais c'est vrai, c'est l'humour. C'est-à-dire, il faut dédramatiser. Il faut arrêter de se placer déjà en tant que victime, en disant, voilà, je suis hypersensible, je suis quelqu'un d'extrêmement malheureux dans la vie. Non, il faut dire, voilà, je suis hypersensible, voilà comment est constituée mon hypersensibilité. Ça peut être très chiant, mais ça peut être super aussi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut apporter énormément dans une relation, au boulot. Voilà, on est des gens qui créons le lien, on est des gens qui avons de l'imagination, on a des gens qui souvent sont gais, sont joyeux. Je dis bien souvent parce qu'il y a plein d'hypersensibles qui vivent leur hypersensibilité de façon très douloureuse, et c'est une réalité. Mais l'humour, parce que c'est pas important en fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein de gens qui ne sont pas hypersensibles qui en ont ras-le-bol de ceux qui disent je suis hypersensible, tu comprends, voilà. Non, ils disent c'est bon, je suis comme ça, et c'est pas grave. Mais en revanche, c'est important de le dire. Je voudrais savoir quel est ça fait très bizarre de s'entendre quel est le plus beau moment que vous ayez vécu grâce à cette hypersensibilité, parce que vous le disiez tout à l'heure, ça procure aussi des moments merveilleux,
parce que ça nous donne accès à des sensations beaucoup plus fortes et peut-être plus détaillées. Moi, par exemple, j'ai l'impression d'avoir une perception très fine de certaines choses et de percevoir ce que les gens qui ne sont pas hypersensibles ne perçoivent pas du tout. Du coup, ça permet de vivre des moments assez extraordinaires, au-delà de l'ordinaire pour des gens qui ne le sont pas. Est-ce que vous pourriez témoigner d'un moment comme celui-là? Alors, je vais prendre le pied contraire. Je vais vous raconter comment j'aurais dû vivre un moment extraordinaire que je n'ai pas vécu tellement j'étais coupé de mes émotions. La naissance de ma fille. Je suis dans la salle de travail, il y a la maman qui est là, puis le bébé qui arrive, et puis moi, je suis avec, mais vraiment le cliché, quoi, avec la caméra qui tremble, et en fait, j'ai l'impression que j'assiste à tout sauf à la naissance de ma fille. C'est-à-dire que l'émotion est tellement forte que je suis complètement coupé du moment. Et en fait, j'assiste à ça comme si j'étais, je trouve ça rigolo, quoi. Je trouve ça pas mal, et je me dis, cet enfant, il est chouette, très bien. Mais pas dans ma tête, ça calcule, en train de me dire, cet enfant, c'est ta fille, et voilà, et pendant toute ta vie, tu vas t'occuper d'elle. Non, je suis coupé de mes émotions à ce moment-là, et je n'ai pas vécu le moment que j'aurais dû vivre normalement, c'est-à-dire de me dire, c'est extraordinaire, c'est fou, c'est magnifique, c'est génial. Et je l'ai raté. Vous avez essayé de vous contrôler, vous avez gardé en fait, le contrôle. l'émotion était tellement forte que j'ai eu une sorte de réflexe de couper les émotions. De la même façon que quand j'allais voir l'échographie, je trouvais ça sympa. Mais c'était pas mon truc, hein. Je me disais, ok, c'est pas... Voilà. Et en fait, c'est vraiment, il y a un truc chez les hypersensibles, c'est que soit l'émotion est hyper forte et on vit des trucs complètement dingues, soit on passe complètement à côté d'un événement. À un enterrement, par exemple, j'étais capable de rester extrêmement froid parce que je me disais, ok, mais en fait, c'était la sécurité qui avait sauté. Et donc, du coup, pouf, le fusible fait qu'on n'a plus d'émotion. Donc aujourd'hui, tout le travail que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est d'avoir des émotions au moment où il faut en avoir. Aux enterrements, aux naissances, c'est pour ça que j'ai une quinzaine d'enfants, et donc ce genre de choses, vous voyez. Donc vraiment, on revient à l'instant présent. Voilà, les moments où il faut être ému, il faut accepter cette émotion, il faut la vivre, et si on est triste, on est triste, et si on est joyeux, on est joyeux. Vous avez dû vous faire surprendre quand même parfois. Oui, bien sûr, oui. On est maintenant, je suis surpris très facilement. Voilà, j'arrive dans un lieu auquel je ne m'attendais pas. Il y a peu de temps, j'étais dans une exposition Rothko qui était à Paris. Pourtant, Rothko, c'est assez abstrait. Hein. Et boum, je tombe sur une toile qui m'émeut et je laisse monter l'émotion. Parce que, voilà. Et ça, c'est tout le travail que j'ai opéré en découvrant mon hypersensibilité. Ne plus avoir peur de mes émotions et ne plus avoir peur de quelle que soit l'émotion qui monte, quoi. Laisser l'exprimer. Merci beaucoup. C'était pour savoir à peu près 2 questions, en presque une. Déjà, d'une certaine manière, est-ce que l'hypersensibilité, est-ce que ce ne serait pas d'une certaine manière plein de petits défauts, et aussi de qualités, mais est-ce qu'on peut vraiment être aussi fataliste, c'est-à-dire que, on a du mal, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi les combattre pour réussir à... C'est pas des défauts comme des autres, au final, un amas de défauts comme d'autres, qu'on peut pas réussir à combattre sur le long terme, etc., comme par exemple, je ne sais pas, réagir assez fort quand quelqu'un me dit quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas juste essayer de combattre ça au quotidien et au final redevenir comme une personne normale, qui n'est pas hypersensible d'une certaine manière? Ok, je vais répondre à ta première question. En fait, je vais te donner juste mon avis. Hein. Déjà, il ne faut pas combattre, il faut l'accepter. C'est-à-dire, et puis, ça veut dire quoi être normal? C'est-à-dire qu'être normal, pour moi, j'ai le sentiment d'être normal. Hein. Après, j'ai une normalité un peu compliquée. Mais pour moi, c'est important de comprendre que être normal, c'est pas quelque chose qui existe. On est tous différents, on a tous des capacités différentes, on a tous des petites névroses et des qualités, des forces et des faiblesses. Mais en revanche, je ne pense pas qu'il faille la combattre, il faut l'accepter. Et surtout, accepter le fait qu'on a le droit d'être angoissé en public, on a le droit d'être angoissé quand on s'exprime devant un parterre de personnes, on a le droit d'être angoissé avant de prendre l'avion, on a le droit de tout ça. Mais à partir du moment où on l'accepte,
je pense que c'est déjà une forme de résolution. C'est-à-dire qu'on a identifié le problème. Ok, je sais comment maintenant je vais réagir dans cette situation-là. C'est le principe même de la sophrologie, c'est-à-dire d'anticiper une émotion qu'on va recevoir à un moment et donc on la prépare un peu à l'avance. Donc moi je dirais ne pas lutter contre et ne pas se sentir anormal. Le fait de se couper de ses émotions n'est pas plus un signe d'hypersensibilité que d'insensibilité, selon vous? Ouais, alors là, c'est une question qui devrait plutôt s'adresser à un psy ou une thérapeute, mais moi j'ai le sentiment que, en tout cas chez moi, c'était vraiment un truc de sécurité, quoi. C'est-à-dire que l'émotion est tellement forte que je vais ressentir à un moment de tristesse ou un moment de peur que vraiment j'ai le fusible qui saute. Donc donc ça c'est vraiment un truc que j'ai constaté chez moi et chez d'autres hypersensibles. Après, je pense que tout le travail est de ne pas faire sauter ce fusible et de justement pouvoir réagir normalement à toute situation. Si c'est une situation triste, il faut la vivre triste. Je n'avais pas levé le bras tout à l'heure, mais finalement, je me demande si je ne le suis pas un petit peu quand même en vous entendre. On y vient. D'accord, ok. C'est l'intérêt d'une rencontre comme ça, c'est que ça suscite une réflexion. Un chapitre important, c'est le rapport aux addictions pour l'hypersensible. Moi, je suis addict à l'eau. Je bois l'équivalent d'un litre et demi. Je pense que parce que l'eau me fait baisser mon niveau de stress. Mais c'est vrai que oui, pardon. Il y a les hypersensibles ont une vraie faiblesse par rapport aux addictions. Est-ce que ça veut dire que dans le cerveau, physiologiquement, neurologiquement, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui est différent? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste, mais on m'a dit qu'il y avait un petit problème de dopamine chez les hypersensibles. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin parce qu'ils ont un léger déficit de dopamine, donc ils ont besoin de stimuler cette dopamine. Et ça passe par exemple, ça peut être le jeu, ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, la drogue, l'addiction au sport, ce besoin de se doper à la dopamine. Donc on a cette capacité à être très vite addict à plein de choses. Moi par exemple, je suis addict au téléphone. Je suis quelqu'un de complètement addict avec mon téléphone parce que ça me met dans un état, à la fois ça me calme l'esprit et en même temps j'ai l'impression d'être connecté avec le monde entier en même temps. Donc c'est un problème. J'ai pu avoir dans ma vie des addictions à l'alcool parce que l'alcool me désinhibait, me mettait plus à l'aise, me permettait d'être plus dans le social et en même temps me calmait. Et comme on a un esprit qui est tout le temps en train l'alcool a tendance parfois à calmer un peu cet esprit-là. Donc il faut avoir conscience qu'on a ces faiblesses-là et qu'il faut être très vigilant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai jamais pris de drogue de ma vie. J'ai fumé un pétard, j'ai dormi pendant 15 heures, mais parce que j'avais des réactions très fortes. Et de la même façon que quand je prends des médicaments, j'ai des réactions très fortes parce que je suis très réceptif. Donc j'essaye aujourd'hui de faire très attention à ce penchant, ouais. Parce que vous vous connaissez de mieux en mieux et vous savez ce qui vous convient ou pas, au final. Oui, mais en même temps, c'est toute la complexité de l'addiction. C'est que moi, ce qui me convient, c'est que j'adore boire de l'alcool dans une soirée, quoi. Voilà. Parce que c'est plus sympa. Ça convient. Mais en même temps, je sais que c'est pas génial sur 25 ans. Donc c'est ça, et c'est là-dessus qu'il faut pas non plus se transformer dans une vie monacale. Mais il faut faire attention parce que c'est un danger qui nous guette, ouais. Il y a quelques périodes de la vie qui sont plus sensibles quand on est hyper sensible, notamment, vous l'évoquez, l'adolescence. Ouais. Il faut être attentif à cette période-là. Forcément, l'adolescence est une période de passage. Et donc, l'hypersensible, dans cette période de passage, peut vivre les choses de façon très, très dure. Et on l'a connu là, juste après la période de Covid, où il y a énormément d'adolescents et d'adolescentes qui se sont retrouvés dans des situations de détresse, pas uniquement parce qu'ils étaient hypersensibles, mais parce que c'est une période qui
qui est très compliqué à gérer. Et moi, j'ai tendance à conseiller pas mal de parler de l'hypersensibilité à vos enfants si vous sentez qu'ils ont cette capacité, parce que c'est quelque chose qui peut les soulager, et de dire que c'est normal qu'ils puissent se sentir isolés, et que ça peut aussi leur permettre d'exprimer le harcèlement scolaire qu'ils peuvent vivre, parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont victimes de harcèlement scolaire parce que ce sont des enfants qui vivent les choses différemment, qui s'isolent un peu dans la société, dans le groupe. Ce sont des enfants qui peuvent être aussi très très éveillés, et donc ils peuvent être rejetés parce que trop voilà, trop en avance sur les autres. Donc moi je pense que c'est hyper important d'évoquer l'hypersensibilité en famille, et de dire surtout, ça n'a rien de... C'est surtout pas une maladie. On a parlé de diagnostic tout à l'heure. C'est un mot que j'essaye de ne pas employer, parce que qui dit diagnostic dit maladie. Or, l'hypersensibilité, c'est un état, c'est pas une maladie. C'est un état qui peut même être une qualité. Qui peut être une force. Et vous en parlez comme d'une force, mais ça peut même être une qualité. Et là, j'aimerais bien qu'on parle d'un aspect qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, c'est l'intuition. Parce que ce côté intuitif, c'est pas rien, au fait. Ça peut guider pas mal dans la vie. Ouais. Ça apporte beaucoup de positif. Oui, l'hypersensible est assez intuitif parce qu'en fait, il observe énormément. Et en fait, il a une capacité d'analyse, parce qu'il a déjà ce cerveau qui cavale, et il a une capacité de récupérer plein d'informations sur une personne, sur une situation, et de l'analyser très rapidement. Et ça donne l'intuition. Donc je dirais que c'est une vraie force que peuvent avoir les hypersensibles de ressentir les choses. Et de les ressentir de façon très forte sur des gens, sur des situations, etc. Après, on rentre dans un autre domaine, parfois, où l'intuition est presque magique. Et là, on rentre dans le domaine de la spiritualité. Voilà. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont très spirituels et qui ont cette connexion avec l'ailleurs et avec voilà, qui fait que ça, c'est quelque chose qu'il y a pas mal d'hypersensibles ont naturellement. Voilà, et ça va permettre de vivre des moments hors du commun, de capter des énergies plus subtiles, que ça concerne l'art ou autre. Et ça, voilà, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des moments magiques. Il y a des moments magiques. C'est un terrain sur lequel je fais très attention quand je m'y aventure, parce que je sais que ça peut heurter des gens, de tout d'un coup parler de choses un peu qui viennent de l'ailleurs. Mais moi, je vais toujours revenir à moi-même. Je suis quelqu'un qui suis tout à fait fasciné par les gens qui reviennent après des comas et qui ont des récits sur ce qu'ils ont vécu et de toutes les expériences de mort imminente. Moi, je sais que ça m'a aidé au quotidien à avoir moins peur de la mort. Donc voilà la raison pour laquelle je m'y suis intéressé. Et donc on s'intéresse à des sujets pour pouvoir calmer ses propres angoisses. Moi, je sais que ça m'arrange de penser que la mort n'est pas une fin. Donc j'ai accepté le principe de l'ailleurs. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va faire du prosélytisme en disant vous allez voir, c'est extraordinaire derrière, etc. Non, moi, je sais que ça m'arrange de savoir que la mort n'est pas une fin. Un autre chapitre, avant quelques questions à nouveau, c'est la relation au travail. Évidemment, le perfectionnisme, c'est un leitmotiv pour l'hypersensible en général. Ça se passe quand même souvent comme ça. C'est un peu lié à ce problème de manque de confiance. C'est-à-dire qu'on a ce problème d'estime de nous-mêmes qui fait qu'on a tendance à se dire le travail que je vais fournir n'est jamais suffisant. Il faut que ça soit parfait pour que les gens puissent me reconnaître ou pour que les gens puissent m'aimer. Et en fait, la perfection n'existe pas, on le sait. Et que souvent, il faudrait vraiment qu'on ait à un moment, on se dise, bon, ça suffit, on s'arrête là. De toute façon, le 30% qu'on va rajouter, qui va nous empêcher de dormir la nuit, ou qui va faire qu'on va se coucher à 4 heures du matin, ou qui va faire qu'on va angoisser avant une réunion, etc., ne sert à rien, parce que le travail a été fait. Donc tant que le travail est fait et suffisamment fait, il faut savoir à quel moment s'arrêter. Parce que sinon, ça nous pourrit la vie.
Alors vous, personnellement, vous êtes victime d'hyper-perfectionnisme dans votre vie, mais ça vous a permis d'accomplir quand même des très grandes choses. Alors, je ne sais pas si c'est des très grandes choses, mais en tout cas, moi j'ai conscience beaucoup de choses très intéressantes. Alors, j'ai le nez qui me gratte, pardon, je ne prends pas de cocaïne, mais j'ai le nez qui me gratte. Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait des très grandes choses, j'ai le sentiment d'avoir fait des choses que j'avais envie de faire, ce qui était vraiment un peu différent. Et qu'à partir du moment où moi j'ai fait le métier que je voulais faire, mais je me suis rendu compte que j'étais hyper performant, parce que c'était vraiment le métier que je voulais. Et si j'avais voulu être un chauffeur de taxi et que ça avait été ma passion, je pense que j'aurais été un super chauffeur de taxi. Mais en fait, la recette, c'est véritablement d'être dans le métier que vous souhaitez faire le plus au monde. Et là, vous allez voir que votre niveau de compétence va complètement exploser. Après, il faut savoir à quel moment il faut arrêter de s'angoisser, arrêter de se préparer, parce que ça ne sert à rien et qu'on se fatigue. Alors vous dites qu'il vous a fallu 50 ans pour découvrir que vous étiez ultra sensible, 45 ans. 45 ans. En gros, c'est une chance de l'avoir découvert déjà, et pas trop tard finalement. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de vivre sa vie d'hypersensible et de l'ignorer jusqu'à la fin? Oui, alors c'est tout à fait possible. Moi j'ai une fille de 18 ans qui va avoir 19 ans qui sait qu'elle est hypersensible, je lui ai dit, mais elle s'en fout. C'est pas son problème, parce qu'elle vit bien sa vie. Donc à partir du moment où elle est créative et qu'elle s'amuse et qu'elle a des amis et que voilà, après moi je préfère qu'elle fasse sa propre expérience de vie plutôt que de lui dire tu es hypersensible donc fais gaffe, donc non, fais ta vie. Donc ça je dirais que voilà. En revanche moi j'aurais bien aimé découvrir mon hypersensibilité plus tôt, ça m'aurait pas mal aidé sur certains plans. Je sais que par exemple quand je suis devenu comédien, j'étais totalement tétanisé quand j'arrivais sur un plateau ou quand j'étais en casting ou quand je passais des examens ou des concours. Je perdais totalement mes moyens, j'avais un système de dissociation de moi-même où je me séparais. Il y avait moi qui était en situation de stress et puis il y avait un autre moi qui se baladait, qui n'en avait rien à foutre. Et ce qui fait que j'étais pas performant parce que j'étais divisé. Et donc c'est vrai que si j'avais appris plus tôt que cette hypersensibilité existait et qu'il fallait que je travaille sur mon stress et comment gérer mon stress, ça m'aurait aidé. En même temps, c'est un peu con de vous dire ça parce que je pense que en fait on découvre des choses sur soi au moment où il fallait qu'on les découvre. Et c'est peut-être un peu le côté un peu irrationnel de la vie, c'est-à-dire que voilà, moi, je l'ai découvert à 45 ans, mais c'était peut-être le moment où il fallait que je le découvre. Alors, vous dites aussi que la clé, c'est l'acceptation, que c'est ça qui va permettre de comprendre ce phénomène, et surtout la croyance en son potentiel. Donc, on parlait d'intuition tantôt, mais à partir du moment où on est conscient de la force de cette sensibilité, c'est là qu'on va pouvoir jouer avec, et limite muscler, comme on le disait tout à l'heure, cette chose, quoi, pour être plus fort, finalement. Ouais, alors, moi, je fais toujours un peu gaffe quand je bois, parce que je bois de travers, à ne pas essayer de donner de recettes sur le potentiel. Parce que sinon, tout d'un coup, je me mets dans une situation qui est pas tout à fait... Non, qui est coach. Ouais, qui n'est pas la mienne. Moi, je dis juste, à partir du moment où vous vous écoutez, où vous comprenez ce pourquoi vous êtes fait, où est-ce que vous êtes épanoui, les endroits où vous n'êtes vraiment pas bien, à partir du moment où on s'écoute, j'ai l'impression qu'en fait, on va y arriver. Mais alors, s'écouter, ça veut dire aussi ne plus écouter les autres. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, et vous me disiez... bah ouais, mais moi, le problème, c'est que si mes parents, je prends telle décision, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Bah, c'est aussi important à un moment de se dire, moi, je ne veux plus que les autres aient un avis sur mes choix. Et donc, si vous décidez à un moment, alors que vous êtes, je ne sais pas moi, PDG d'entreprise, et je sais pas, de vous reconvertir dans une ferme agroalimentaire, évidemment qu'il y a plein de gens qui vont vous dire mais t'es malade, tu gagnes ta vie, tu fais ci, tu fais ça. Ah ouais, mais si tout d'un coup la personne sent qu'elle a besoin de donner du sens
à sa vie et de prendre des décisions qui correspondent à ses envies, il n'y a que ça qui compte. Et donc, en fait, moi, le seul truc que je peux dire, c'est ma chance, c'est d'avoir compris très tôt ce pourquoi j'étais fait, le métier que j'avais envie de faire, et les réussites et les échecs qui sont suivis étaient juste le résultat de ces décisions. Mais voilà, après, moi, je ne suis pas pour lancer des grandes phrases en disant voilà ce qu'il faut faire pour réussir sa vie. Parce que pour moi, réussir sa vie, c'est ni plus ni moins s'écouter et se donner les moyens de ses envies. Après, c'est pas si simple, j'en ai conscience, mais voilà, c'est le travail de toute une vie. Ouais. S'écouter soi-même. C'est ça. On a un moment qu'on peut consacrer à des questions ou des réflexions ou des témoignages. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez parlé de la dissociation. Ouais. Comment avez-vous fait pour pouvoir arrêter d'avoir cette caméra au-dessus de l'épaule et c'est ça. cet effet de se voir de l'extérieur, en fait? C'est le stress. C'est le stress qui crée la dissociation. Et c'est ce besoin de protection, c'est-à-dire ce besoin on est en danger, donc du coup, il faut que, on se sorte de cette situation et qui fait qu'on se dissocie. Donc il faut gérer le stress. Il faut le gérer. Et alors ça, il y a des sophrologues qui vous aident à gérer ça. Moi, je trouve que c'est hyper efficace, la sophrologie, par rapport au stress. Mais il y a le yoga, il y a la méditation, il y a le sport. Le sport, mais c'est énorme. Moi, j'ai géré mon stress énormément en courant. Alors, je ne me mettais pas à courir dès que j'étais stressé, mais vraiment, le sport m'a aidé énormément à gérer ce stress. Et surtout, sachant que, par exemple, vous faites un métier qui est compliqué, j'ai cru comprendre que vous étiez policière. Bon, typiquement, c'est des situations où vous allez être mis dans des situations de danger. Donc, j'imagine aisément tout d'un coup cette dissociation qui peut s'opérer. J'ai l'impression que le meilleur moyen, c'est de préparer à l'avance ces moments de stress. C'est moi comme ça. Je vous donne un exemple. Un jour, je participais souvent à une émission qui s'appelle Burger Quiz de Alain Chabat. Bon. Un jour, Chabat vient me voir et me dit il va y avoir un système de présentation tournante où je vais demander à plusieurs personnes de présenter l'émission et j'aimerais que tu la présentes. Moi, le stress que j'ai ressenti à ce moment-là, je me suis dit mais jamais de la vie je vais le faire. Et pourtant, j'avais le sentiment que c'était une super opportunité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai préparé cette émission hyper en amont en me mettant véritablement dans le stress que j'allais connaître par la suite. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que je savais parfaitement le conducteur de l'émission et j'ai tout anticipé et ça me permettait de gérer mon niveau de stress et de le baisser. Donc, c'est plus rigolo que de se retrouver dans une situation de violence. Mais voilà, c'est ça qui m'a permis et puis de me reconnecter avec moi-même en m'empêchant de me dissocier quand tout d'un coup je stresse. Bon, voilà, c'est des trucs que je me fais à moi-même, mais ça, petit à petit, on apprend à le faire, quoi. Par rapport à votre dernière réponse, est-ce qu'il y a pas un peu un paradoxe ou une opposition par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? Je m'explique. Vous parliez justement de ne pas anticiper et de lâcher prise. Et ici, vous dites que dans les moments de stress, vous anticipez pour ne pas stresser. Mais c'est parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on était tout le temps en contradiction. Donc, je m'en sors pas mal, hein. Ouh! Non, mais évidemment mais il faut trouver un juste milieu, effectivement, entre le lâcher-prise et savoir ne pas anticiper, mais aussi, à certains moments, préparer quand même. Et la préparation se fait à la fois au niveau du travail et d'être bien pointu sur l'intervention qu'on doit faire et bien connaître ses fiches, etc. Donc ça demande forcément une préparation. Savoir préparer son stress, ça demande une préparation, mais effectivement, il y a certains moments, il faut aussi... mais là, on parle d'un travail c'est logique de préparer une intervention, c'est logique si vous avez un bilan, après, vous allez le préparer, ça va de soi. Donc là, il faut trouver un juste milieu entre savoir anticiper pour pouvoir moins stresser, mais en même temps, effectivement, avoir certains moments dans la vie où on ne va pas calculer. Oui. Bonsoir. Ah, pardon. On a parlé d'intuition et d'auto-sabotage.
N'hésitez pas à vous lever parce que vous êtes dans l'ombre. Ah d'accord, pardon, ok. Super. Ah voilà. Bonsoir. Ah ça y est. On a parlé d'intuition et Ouais. d'autosabotage. Ouais. Comment on peut différencier les deux? Pour moi, c'est assez différent. L'autosabotage, c'est un mécanisme où voilà, on va perdre confiance très rapidement et on va tout de suite se considérer comme une merde, très vite, en se disant je vaux pas le coup, je sais pas, je suis timide. Ça, c'est un mécanisme, l'autosabotage, et c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, je dirais qu'il ne sert à rien. Alors que l'intuition, pour le coup, c'est très différent. C'est quelque chose qui est hyper utile, l'intuition. C'est quelque chose qui va vous permettre d'éviter des situations dangereuses. Ça va vous permettre d'aller vers des personnes intéressantes. Donc je dirais que c'est très différent pour moi, l'intuition et l'autosabotage. Autant je favorise énormément l'intuition, qu'il faut la développer, qu'il faut l'aiguiser, et autant l'autosabotage, il faut s'en débarrasser. Bonsoir. Bonsoir. Par rapport à l'éternelle insatisfaction, Oui. comment gérez-vous ça dans une relation amoureuse? Sans être indiscrète, évidemment. Non, mais c'est un problème. Oui, pour moi, c'est vraiment un problème. Ouais, mais c'est un vrai souci parce que, effectivement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, on est à la fois dans la recherche de la sécurité, de la stabilité, et on ne veut pas s'ennuyer. Donc, et on ne veut pas blesser l'autre. Et on ne veut pas blesser l'autre aussi. C'est vraiment très complexe. C'est très complexe. Moi, je vais dire quelque chose de très bateau, mais c'est la communication. C'est-à-dire, c'est vraiment dire à l'autre, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de choses nouvelles, et ça peut passer par pas grand-chose, mais j'aime bien l'idée de passer par du concret, c'est-à-dire si on a le sentiment que on est un tout petit peu, on s'est un tout petit peu endormi dans la relation, c'est de proposer un week-end, c'est de proposer un musée, c'est de proposer une sortie au théâtre. Oui, mais c'est la fréquence et la cadence qui est intenable pour l'autre, je veux dire. Alors, si vous voulez aller au cinéma tous les soirs, ouais. Mais je plaisante. Mais bien sûr que c'est compliqué pour l'autre. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a que la communication qui peut aider. Et c'est-à-dire que si vous le gardez pour vous, il va y avoir une frustration qui fait que petit à petit, il va plus y avoir de communication entre les deux. Donc, je pense qu'il faut communiquer, mais il faut aussi comprendre votre conjoint qui ne fonctionne pas comme vous. Ou madame a la solution, elle me dit d'être avec un hypersensible. Alors, voilà, ce n'est pas non plus une solution idéale, bizarrement. Je ne pense pas non plus. Non, parce que en fait, si on se retrouve avec quelqu'un qui est aussi speed que vous, voyez, c'est... L'équilibre ne sera pas là. Ouais, c'est ça. Donc, moi, instinctivement, oui, je me suis retrouvé souvent dans ma vie avec des femmes hypersensibles, c'est sûr. Mais c'est pas non plus une solution idéale. Parce qu'on se retrouve aussi avec quelqu'un qui est très intense. Oui. Mais que vous compreniez mieux alors. Mais qu'on comprend, mais qu'on n'est pas forcément compatible, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pas de solution. Je m'en doutais, c'était juste poser la question, évidemment. Merci. C'était la colle de la soirée. Je suis vraiment le pire des conférenciers, quoi. Le mec, il a aucune solution, quoi. Que des problèmes et pas de solution, finalement. Non, il n'y a pas que des problèmes. Et on va se quitter comme ça, sur zéro solution. Non, mais il n'y a pas que des problèmes, parce qu'on a parlé beaucoup de tous les petits points gênants de l'hypersensibilité, mais c'est vrai que c'est important de dire que l'hypersensible est quelqu'un de très professionnel. Souvent, l'hypersensible est quelqu'un de très imaginatif, de très altruiste, de très généreux, qui défend plein de causes, qui est quelqu'un qui crée du lien. C'est quelqu'un qui s'investit dans plein de missions ouvertes aux autres. C'est pas pour rien que des gens comme Albert Einstein ou Mozart étaient des hypersensibles, parce que ce sont des gens qui apportent beaucoup à l'humanité. Donc moi, la raison pour laquelle j'ai appelé ce bouquin Fort comme un hypersensible, c'est que je voulais justement valoriser l'hypersensibilité et ne pas en faire un problème. Bon, au quotidien, ça peut être compliqué pour moi, mais vraiment, moi, je la vis bien, cette hypersensibilité. Oui, vous utilisez une belle métaphore dans ce livre qui est qu'on découvre finalement qu'on roule en voiture de course,
Donc c'est déjà pas mal, qu'elle roule en deuxième, mais qu'une fois qu'on a découvert ça, on roule en quatrième, cinquième, parfois même en sixième. Oui, effectivement, ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est que en fait, je roulais dans une voiture qui était très puissante, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une troisième vitesse, quatrième vitesse, cinquième et sixième, et qu'à partir du moment où on découvre qu'on a vraiment une voiture hyper puissante et qu'on peut vraiment l'utiliser et être performant, c'est génial, c'est hyper euphorique comme sentiment. Donc Après, le problème des voitures qui vont vite, c'est qu'on se retrouve vite dans le fossé. Voilà, on peut faire des accidents, des dérapages contrôlés, parfois incontrôlés, mais on va se quitter avec cette idée qu'il faut cultiver cette hypersensibilité. Ouais, je pense que c'est hyper important de l'assumer, d'en parler, de la vivre, de découvrir petit à petit son hypersensibilité, les caractéristiques de son hypersensibilité, parce que là on a parlé de la mienne, mais il y a plein de points différents. Ne pas hésiter à aller voir des psychologues, des coachs avec qui en parler. Et ici en Belgique, vous avez la chance d'avoir plein de psychologues sensibilisés à la cause, donc je trouve ça formidable. Donc il faut en parler très simplement. Ne pas en parler non plus trop, parce que ça peut irriter des gens autour de vous, parce qu'il y a des gens qui ont des a priori, des préjugés, etc. Donc savoir à qui en parler, et puis avancer et trouver ses propres trucs, et vous allez voir que c'est une vraie richesse. Dernière chose à la toute fin du livre, vous dites que vous êtes disposé à en discuter via votre page Instagram en privé avec tout qui le souhaite. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours le cas. J'avais mis ça dans le bouquin et des gens me laissent des messages sur Insta et je réponds avec un peu de délai, mais je réponds. Et je trouve ça super de le faire parce que moi, j'aurais adoré qu'on me réponde quand j'ai découvert ma propre hypersensibilité et que j'avais tellement de questions que j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Ah ben, voilà ». Alors, souvent, je réponds de façon un peu courte, un peu concise, mais ouais, j'essaye de le faire, ouais. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer ce débat? Merci en tout cas à tous. Oui, peut-être si vous avez encore quelques questions, comme ça on se donne peut-être un quart d'heure et puis on termine à 9h30. Et puis, j'arrive près de vous. Ça c'est mon côté, l'heure c'est l'heure. Hein. Oh oui, voilà. Vous avez vu? Moi, on m'a dit 9h30. On va pas partir un quart d'heure avant, là. Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Pardon. Je voulais répondre à la dame tout à l'heure qui parlait des relations amoureuses qui étaient compliquées. Ok. Il m'a fallu très longtemps, en étant hypersensible, de rencontrer quelqu'un. Mais ça existe. Donc je veux rester positive pour cette personne parce qu'effectivement, je suis quelqu'un qui, comme je dis, à toute nouvelle lune ou pleine lune, j'ai envie que ça change, que ça bouge. Et alors, à chaque fois, c'est la communication que je fais passer avec mon compagnon. Et mon compagnon m'écoute et essaye de faire relancer avec moi la relation. Et à chaque fois, on recommence la relation. Il est hypersensible, lui, ou il est... Il est HP hypersensible. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est assez compliqué, mais c'est possible. Génial, bah merci. Et on se comprend très bien. Donc, je voulais finir sur une note positive pour la dame, surtout. Bah, super, merci beaucoup. Ouais, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent... Oui, il y a une dame qui a un bras. La petite dernière pour clôturer. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, vous venez de parler des psychologues. Oui. Et je voulais savoir si tous les psychiatres et psychologues sont au courant de... ou mettent ça... Non, Voilà. c'est encore récent comme je dirais, comme découverte. Donc il y a encore plein de psychiatres, psychologues, psychanalystes qui sont très réticents au principe de l'hypersensibilité et qui sont tout à fait énervés par cette, je dirais, cette tendance-là qui, voilà. Donc c'est comme ça. Moi je ne vais pas lutter contre. Voilà, ils pensent ce qu'ils veulent. Le seul truc, c'est que je trouve que ça serait pas mal qu'ils ouvrent un tout petit peu pour pouvoir entendre ce que nous on ressent et le bien que ça nous a fait d'être aidés
par des gens qui étaient sensibilisés. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on n'y est pas encore, et notamment aussi au niveau des profs et à l'école, c'est quelque chose qui évolue. Et de plus en plus, il y a des profs qui prennent en compte les enfants un peu hypersensibles dans la classe, qui les repèrent pour pouvoir avoir une attention particulière sur eux. Donc c'est des choses qui évoluent, ça prendra du temps, mais on n'y est pas encore. C'est une bonne question parce qu'en fait, il y a 10 ans, on n'avait jamais entendu parler de ce terme. Bah oui, c'est récent. Même il y a 5-6 ans, enfin c'est voilà. Bah, c'est à peu près 25 ans, c'est une psychiatre américaine qui s'appelle Helen Aron qui a un peu mis à jour cette sensibilité-là. Mais même Jung en parlait il y a très longtemps, mais c'est vrai que ça s'est un peu concrétisé il y a une vingtaine d'années. Ouais. Oui, c'est ça. Et il y a moins de tabous aujourd'hui, donc c'est forcément plus facile de parler de tout. Bah oui, exactement. Est-ce qu'il y a encore une question pour Maurice ce soir? Non, Ah oui. J'y vais. Madame a attendu la fin de la fin de la fin pour se dire est-ce que je la pose, est-ce que je la pose pas, et finalement je vais la poser. Finalement je vais la poser, et puis finalement je me lâche, j'y vais. Merci. Bonsoir. La question, c'était souvent, on est un peu comme des éponges, un peu au niveau des émotions des autres. Ouais. Et comment arriver à justement faire la différence entre nos émotions ou ce que nous, on a ressenti, et en fait, celles qui ne sont pas les nôtres et qui sont en face, et arriver à bloquer. Est-ce que vous avez des pistes sur ça? C'est un peu compliqué, mais en fait, plus vous allez vous écouter et vous allez sentir à quel moment, ça y est, c'est trop pour vous. Et à un moment, il faut le dire. Et il y a d'autres moments où vous allez vous dire, je suis prêt à écouter le problème de ma sœur, de mon frère, de mon ami, et que c'est normal. Mais il y a un certain moment où on sature. Et ça, il faut le dire. Et pas sans vexer la personne, hein, mais de dire, ok, ça y est, j'ai entendu, machin, etc. Je suis désolé, il faut que j'y aille, trouver une astuce. Mais il faut savoir à un certain moment vous protéger. Oui, c'était plutôt dans le sens, si on a des gens qui sont autour de nous qui vont être en colère, on va prendre cette colère et finalement nous se retrouver en colère. Et c'est plutôt à ce moment-là le stop. Je connais très bien ce principe-là. En fait, c'est si vous ressentez très vite que vous êtes en train d'aspirer la colère de la personne, c'est à ce moment-là tout de suite mettre en place votre système de bulle et de vous dire, ok, c'est la personne qui est en colère, c'est pas moi. Et donc j'entends sa colère, mais je la fais pas durer. Je ne l'alimente pas, et moi, ça m'abîme. Donc, au bout d'un moment, on va écourter la conversation. Donc, c'est vraiment s'écouter, quoi. Merci. Voilà, je crois qu'on est pas mal.